Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Je suis très content d'analyser ce film pour deux raisons. Tout d'abord, ceux qui suivent mes chroniques savent que c'est mon Harry Potter préféré de la saga. Mais également, je me suis rendu compte que c'est, je pense, l'Harry Potter le moins apprécié et qu'on lui reproche souvent d'être ennuyeux et soporifique. Revenons brièvement sur le réalisateur. David Yates, ayant enfin un travail plutôt propre pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix, se voit reconduit par la production avec une enveloppe monstrueuse de 250 millions de dollars. Pour te donner une idée, c'est 100 millions de plus que l'opus précédent. Alors qu'Harry Potter et l'Ordre du Phénix était un film multi-thème, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé se concentrent sur un seul thème, le mal. Mais le film l'aborde sous toutes ses facettes, comme nous allons le voir dans l'analyse de certains personnages. Tout d'abord, on peut voir qu'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé marquent une rupture nette dans la saga, et ça on peut le voir dès la scène d'ouverture. Cette scène d'ouverture revient brièvement sur l'état de choc d'Harry suite à son affrontement au ministère, mais laisse surtout place aux mange-morts. Des mange-morts qui, en quelques minutes, kidnappent Ollivander dans le chemin de traverse sans que personne n'ose intervenir, pour ensuite détruire le Millennium Bridge et donc attaquer le monde des Moldus. La signification de cette scène est claire, le monde entier, sorciers et Moldus, est en guerre. Cette impression de guerre totale est renforcée lorsqu'Hermione affirme que même ses parents Moldus savent qu'il se passe des choses anormales. Et pourquoi cette scène d'ouverture semble en rupture avec le reste de la saga ? Tout simplement car c'est la toute première fois de la saga que nous voyons une action se dérouler sans Harry. En général, Harry est omniprésent à travers la narration. Et nous avons jusque-là suivi l'histoire uniquement à travers son regard. Ce parti pris de l'exclure de l'action sera utilisé plusieurs fois dans le film. Lors de la scène du serment inviolable entre Narcissa et Rogue, d'ailleurs c'est la première fois que nous, spectateurs, nous apprenons un élément aussi important de l'histoire avant Harry, et je pense bien sûr à toutes les scènes où nous voyons Malfoy seul face à sa mission. Justement, cette impression se ressent tout au long du film. Harry est beaucoup moins présent de manière générale, alors qu'avant on scrutait son comportement et ses émotions, on peut dire que dans ce film, ces émotions nous intéressent pas vraiment. On peut même affirmer qu'Harry passe au second plan de la narration. On est davantage intéressé par le parcours douloureux et solitaire de Drago, ou bien entendu par l'ensemble des souvenirs concernant Voldemort dans son enfance et sa jeunesse. En parlant de la jeunesse de Voldemort, c'est un point essentiel de l'intrigue. D'ailleurs, il a fallu attendre le 6ème film pour en savoir un peu plus sur le méchant, et donc sur les origines du mal. C'est d'ailleurs très intéressant de voir à quel point la présence de Voldemort est pesante dans un film où il n'apparaît pas une seule seconde sous sa forme actuelle. Nous voyons Voldemort uniquement à travers des souvenirs. Ces scènes de flashback sont très évocatrices concernant sa personnalité. L'univers sonore est, comment dire, strident. Il pique l'oreille au point de nous mettre mal à l'aise. D'ailleurs, si vous réécoutez la toute première musique du film, elle est assez similaire et comporte ce genre d'effet sonore en rupture avec les autres musiques d'ouverture. Continuons sur les scènes de flashback. L'éclairage et les couleurs sont au service de la narration. Les couleurs dans l'internat du petit Tom Jedusor sont ternes, proches d'un noir et blanc avec une légère teinte verdâtre. La tristesse des couleurs fait écho à la tristesse de son enfance, et cette teinte de vert va s'accentuer dans les autres flashbacks. Comme pour souligner son rapprochement de plus en plus fort avec les idéaux de Salazar Serpentard, donc son parcours initiatique vers le mal. And how does one stretch his soul, sir? I think you already know the answer to that, Tom. Murder. Cet étalonnage froid et morose peut aussi montrer l'incapacité de Tom Jedusor à éprouver de l'amour, sentiment en général souligné par des couleurs chaudes. Autre personnage central, Dumbledore. Dumbledore est plus présent que jamais. A noter que sa personnalité est différente de celle du livre. Dumbledore, dans le livre, avait une certaine complicité avec son apprenti, un peu comme une relation Jedi-Padawan. Dans le film, c'est un peu différent, mais c'est également pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Ce film nous offre une autre grille de lecture de cette relation, et nous fait comprendre que Dumbledore utilise Harry pour arriver à ses fins. Dans le film, c'est assez explicite. Dumbledore utilise Harry pour convaincre Slughorn de revenir à Poudlard, tout comme dans le livre bien sûr, et une fois qu'il n'a plus besoin de lui, il le balance dans le marécage du terrier. Ce moment du film nous montre le peu d'affection que porte Dumbledore à Harry. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce que j'ai ressenti en revoyant le film. Ainsi, le film nous offre un Dumbledore bien plus dur avec Harry. Il ne s'intéresse pas vraiment à lui, sauf pour lui demander ce qu'il se passe avec Hermione, davantage par curiosité mal placée qu'autre chose. Et à aucun moment, Dumbledore ne veut créer une réelle relation avec Harry. Et c'est sûrement pour cela qu'en fin de compte, Harry ne connaît absolument rien du passé de Dumbledore. Le film fait donc de Dumbledore un mentor pas forcément très bienveillant et honnête, comme aurait pu l'être un Yoda ou un Gandalf par exemple. Dumbledore n'a en soi qu'une seule motivation,
combattre et éradiquer le mal, même si cela comprend de manipuler un adolescent. Je sais que ce choix lors de l'adaptation a été beaucoup critiqué, mais au final je trouve assez osé. Le but d'une adaptation n'est pas de retranscrire mot pour mot une œuvre littéraire, mais d'en montrer une interprétation possible, et de nous offrir, à nous, en tant que lecteurs, une autre façon de voir les choses. Je sais que je vais m'attirer quelques pics dans les commentaires. Ce film laisse également de la place à Rogue, un de mes personnages préférés de la saga, qui était très souvent, trop souvent relégué au second plan, excepté le premier film à la rigueur. Lui aussi est en pleine confrontation entre le bien et le mal. À travers cet épisode, si on doit résumer son parcours émotionnel, il reste secrètement du côté du bien, en servant le mal absolu, et ainsi en tuant un ami sur sa demande, alors qu'il juge ce meurtre immoral et se montre à plusieurs reprises réticent à le faire. Assez compliqué comme raisonnement pour la simple et bonne raison que la frontière entre le bien et le mal est bousculée. En tout cas, ce film laisse enfin de la place, toujours pas assez à mon goût, à un Alan Rickman excellent, au visage impassible et à la démarche élégante. Le charisme qu'il dégage dans son rôle fait de lui un des meilleurs interprètes de la saga. You see, he's traveling, and he won't return until term resumes. Travelling where? Bien entendu, il ne faut pas non plus oublier la performance de Tom Felton, qui a réussi à métamorphoser son personnage, le faisant passer d'un adolescent arrogant et populaire à un jeune homme torturé, solitaire et tiraillé vis-à-vis de ses choix moraux. Et le personnage de Malfoy est directement lié au mal, il l'aborde sous toute sa forme. Il aimerait devenir un mange-mort respecté et ainsi redorer le blason de sa famille traîné dans la boue suite à l'échec de son père. Mais d'un autre côté, Malfoy reste un jeune homme incapable de faire le mal. Dumbledore le souligne lorsqu'il affirme à Drago que ses tentatives précédentes de le tuer n'étaient que peu convaincantes par manque d'envie de le faire. Et c'est de cette confrontation psychologique entre le bien et le mal que se forme le personnage torturé qu'il est devenu dans cet épisode. Please let me help you. I don't want your help. Don't you understand? I have to do this. I have to kill you. He's gonna kill me. Le personnage de Slughorn est également un personnage en plein conflit entre le bien et le mal. Bien que ce soit un homme attaché au bien et respectant un ensemble de valeurs, il se sent profondément coupable d'avoir orienté le jeune Tom Jedusor dans sa soif de magie noire. Ainsi, son impression de s'être rapproché du mal tout en restant une bonne personne est à l'origine de son malaise, à tel point qu'il cherche à se mentir à lui-même en falsifiant ses propres souvenirs. On peut également remarquer son sentiment de culpabilité lorsqu'il affirme à Harry que cet épisode de sa vie lui causera sa perte. Don't think badly of me when you see it. You've no idea what he was like even then. Ce film est le plus sombre visuellement de la saga. Le ciel est très souvent composé d'une masse nuageuse foncée, comme si un orage menaçait d'éclater à chaque instant. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que certaines scènes coupées se déroulaient en un après-midi avec une belle lumière naturelle. Cela veut bien dire qu'il y a eu une réelle volonté au montage de ne pas conserver ces scènes lumineuses et de conserver uniquement des scènes ténébreuses. Ensuite, l'image, de manière générale, est bien plus sombre que dans les autres Harry Potter. Nous pouvons nous rendre compte qu'énormément d'images possèdent des surfaces noires sans information, comme ici, 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 et à peu près comme sur chaque image. Les couleurs de manière générale sont désaturées, sauf durant de rares moments où les couleurs sont joyeuses et pétillantes, comme dans la boutique de Fred et George, mais cela reste tout de même très marginal. La majorité des couleurs sont froides, et certains plans tendent vers un noir et blanc contrasté au fur et à mesure que le film avance. Sinon, les seules teintes vraiment chaudes ne sont pas joyeuses, mais sont dues à un feu agressif, comme lors de l'assaut du terrier, ou lors du combat de Dumbledore dans la caverne, ou encore lorsque Bellatrix incendie la cabane d'Hagrid. Car dans le reste du film, le feu, qu'on qualifiera de passif, celui qui a uniquement pour but d'éclairer, n'est pas très coloré et ressemble davantage à des flammes blanches dénuées de chaleur. Pour continuer par parler des couleurs, lors de l'affrontement de Drago et Harry dans Poudlard, les couleurs sont très ternes et sans aucune chaleur. Même les sorts de combat sont neutres, pas une seule couleur chaude comme un stupéfixe rouge ou orangé par exemple. Les cheveux de Drago ne sont d'ailleurs plus blonds, mais blancs. Et c'est en partie pour cela que nous sommes choqués lorsqu'Harry blesse Drago. Déjà car nous n'avons jamais vu Harry blesser quelqu'un de manière aussi violente, mais également car la couleur rouge du sang de Drago est en opposition avec la colorimétrie dominante de la scène. En résumé, ce film s'est un peu éloigné du livre et n'a pas cherché à le retranscrire scrupuleusement, mais a tenté d'en créer une atmosphère. Une atmosphère sombre, comme nous avons pu l'analyser d'un point de vue visuel, mais également d'un point de vue sonore. Les musiques respirent davantage la tristesse et le chaos que les Harry Potter précédents. Pendant longtemps, j'ai cru que les musiques d'Harry Potter 6 étaient mes préférées de la saga,
mais en y réfléchissant, je crois surtout que je les ai beaucoup appréciés, car Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est l'un des épisodes de la saga où les musiques sont le plus présentes et où on leur laisse le plus de place. David Yates avait déjà commencé à introduire des scènes uniquement guidées par la musique dans sa réalisation précédente, et il a choisi d'insister encore un peu plus dans cet épisode. Bon nombre de scènes sont dépourvues de paroles et nous font simplement ressentir l'ambiance de l'école avec une musique choisie et des images fortes. Je pense notamment à la scène suivant la mort de Dumbledore. Beaucoup de personnes ont reproché au film de ne pas retranscrire une bataille entre les aurores et les mange-morts comme dans le livre, mais cela aurait cassé toute l'ambiance de la scène. C'est tellement plus fort émotionnellement de voir Bellatrix saccager la grande salle et par la même occasion se rendre compte que les célèbres bougies, symbole de lumière à Poudlard, s'éteignent, comme si elle n'allait jamais pouvoir se rallumer et ainsi plonger Poudlard, un lieu si chaleureux, dans l'obscurité. Et ce qui est encore plus fort émotionnellement, c'est de constater les larmes de Drago, qui se rend compte à cet instant précis de l'impact négatif qu'il a eu sur sa seconde maison, car bien qu'il critique Poudlard, il y reste attaché comme chacun des élèves ayant vécu dans le château. Et il semble déjà regretter d'avoir réellement provoqué le mal en permettant aux mange-morts d'infiltrer Poudlard. Avant de terminer, je voulais également parler de cette opposition lumière-ténèbres, et dans ce film elle est mise en image lorsque la lumière produite par l'ensemble des baguettes des élèves de Poudlard arrive à repousser la marque des ténèbres. Cette scène nous montre également que la solidarité et l'amitié sont les valeurs qui permettent de repousser Voldemort. Et c'est ça que j'aime avec David Yates, c'est que la plupart des émotions dans ces films sont simplement transmises par l'image et la musique. Je n'ai volontairement pas analysé les scènes d'amourette entre adolescents, car je les trouve pas franchement intéressantes d'un point de vue narratif, mais elles sont surtout là pour atténuer la noirceur globale du film et nous permettre de respirer un peu. On se retrouve donc demain pour l'analyse d'Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, et dis-moi dans les commentaires si toi aussi Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est ton préféré. Bon allez, à demain.